chant berbère est venu déranger la ville. Une prière chantée par trois jeunes kabyles, un chant berbère pour saluer l'ancien soldat, fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo de ses copains en uniforme, une vieille image qu'il a conservée toute sa vie comme un hommage à ceux qui sont morts dans l'oubli. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle fait partie des grands silences qui entachent l'histoire de France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Souvent la nuit, y retrouver en mauvais rêve le sang, les cris, les plaintes des harkis qu'on achève face au calvaire. Les soldats restés, l'arme aux pieds, l'ordre était clair. Il ne fallait pas les sauver, c'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle dénonce les grandes souffrances de ceux qui ont choisi la France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour. Le cessez-le-feu du 19 mars 1962 n'a pas fait cesser le sang. Dans les semaines qui ont suivi les accords d'Évian, des dizaines de milliers d'Algériens qui avaient fait confiance à la France furent désarmés par les troupes et livrés à leurs bourreaux, victimes des pires tortures, traînés de douar en douar, condamnés à la mort lente dans les djebels de la tourmente. Sur les 200 000 hommes engagés aux côtés des unités régulières de l'armée française, seulement 40 000 d'entre eux purent rentrer en France avec leurs familles, souvent grâce à des initiatives personnelles d'officiers français qui avaient enfreint les ordres. Ces rescapés furent parqués avec femmes et enfants dans des baraquements sordides, des camps grillagés de barbelés. Certains y sont encore. Et cette histoire, on ne raconte pas tous les jours. Elle demande la reconnaissance de ceux qui ont cru en la France, une façon de saluer cette bravoure. Ce chant berbère, faut qu'il ne soit qu'un chant d'amour. Dans nombre de communes, des manifestations officielles ont lieu en ce jour. Nous-mêmes n'avons jamais voulu y participer, car dans leur très grande majorité, ces cérémonies sont organisées dans un seul but électoraliste. Certains maires, du reste, tel celui de hier, n'ayons pas peur de le nommer, se revendiquant gaullistes, ont cette outrecuidance de les organiser, d'y participer, d'y discourir, mais ne semblent pas du tout affectés et se gardent bien lors de leur discours d'évoquer l'ignominie, de rappeler que ces Français ont été désarmés et abandonnés à la vindicte des assassins d'hier,
dont nous avons du reste aujourd'hui leurs descendants, sur notre territoire. Aucun de ces maires n'aura le courage de prononcer le nom du seul responsable de ces génocides, De Gaulle. Celui qui fut déclaré par l'un des plus éminents journalistes politologues français comme le plus grand traître de la Ve République. Parmi les harkis, un grand nom émerge, celui de Saïd Benaïssa Boualam. Son surnom de Bachaga signifie caïd des services civils, c'est-à-dire chef des 24 tribus arabes des Béni Boudouane situées dans le massif de Loarsenis. Nous voici donc aujourd'hui réunis en ce lieu dédié au Bachaga Boualam. Vous avez remarqué, le lieu, c'est un lieu magnifique qui fait honneur justement au Bachaga, afin de lui rendre hommage et à travers lui à tous ces harkis, dont je remercie la présence aujourd'hui. La famille Boualam, d'origine arabe, serait arrivée au Maghreb avec les premières invasions hilaliennes, tribus arabes d'Arabie centrale, qui envahit le Maghreb au XIe siècle. Elle s'est mélangée aux Berbères et au temps des Turcs, c'était une famille d'Aga et de Bachaga. Lors de la conquête française en 1830, elle a combattu aux côtés de l'émir Abdelkader. Après la reddition de l'émir à la France, les Boualam ont fait leur soumission et de lors, la famille n'a jamais failli à cette fidélité envers la France. On retrouve la trace du premier Boualam dans un document officiel évoquant le ralliement à la France en 1842. Depuis sa soumission jusqu'à sa mort en 1845, ce chef ne cessa de donner des preuves de son attachement à la France. Il marcha 57 fois à la tête de Ségoum contre l'insurrection. Il en obtint les décorations Légion d'honneur en 1845, officier de la Légion d'honneur en 1852, commandeur en 1860. Boualam était un grand officier de cet ordre en 1877. Il décéda en 1885. Ainsi, le parcours du Bachaga Boualam était tout tracé de par son prestigieux aïeul. Saïd Benaïssa Boualam est né le 2 octobre 1906 à Soukaras. C'est Marguerite Magnier qui pousse vers les études le Bachaga. À 13 ans, il réussit le concours d'entrée à l'école militaire préparatoire de Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard. Il rejoint en septembre 1919. Puis celle de Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais en 1921. À sa sortie d'école le 2 octobre 1924, le Bachaga s'engage au 1er régiment de tirailleurs à Bida. Il servira en Tunisie, au Maroc, puis pendant la Deuxième Guerre mondiale en Tunisie, en Italie, Monte Cassino, en France, en Allemagne avec la 3e DIA, division d'infanterie algérienne. Après 21 ans de service, il quitte l'armée à sa requête, avec le grade de capitaine. Il est nommé caïd, puis Bachaga dans le fief familial des Béni Boudouane. Ces derniers sont des guerriers de tradition. Nombreux sont ceux qui, après l'Italie, la France, l'Allemagne, sont partis en Indochine. Il est élu maire du village de Lamartine. Il devient capitaine dans l'armée française au 1er régiment de tirailleurs algérien. Il parvient au grade de colonel. Il a obtenu la médaille de commandeur de la Légion d'honneur à titre militaire. Pour s'opposer au FLN, il lève une toute première ARCA destinée à défendre son territoire contre le FLN. Le 5 juin 1956, ce sont ces harkis qui surprennent le maquis de Huizome commandé par l'aspirant Henri Maillot. Je ne vous rappelle pas ce qu'est Henri Maillot. Déserteur communiste, avec ses membres et du Parti communiste algérien près de Lamartine dans la région d'Orléansville. Henri Maillot est tué avec 4 membres du groupe, dont un Européen, Maurice Laban, membre également du PCA, Parti communiste algérien, et ancien combattant de la guerre d'Espagne. Après le discours du 16 septembre du général Félon, le 20 septembre 1950, il quitte l'UNR gaulliste et rejoint le groupe Unité de la République animé par M. Soustel. Le 16 juin 1960, il préside à la création avec Soustel, Garde, Loriol, du FAF, Front pour l'Algérie française, qui recueille très vite 500 000 adhérents, dont 200 000 musulmans, pour finir à 1 million avant sa dissolution par ordre des autorités gaullistes au mois de décembre 1960. Il est élu député d'Orléansville et devient vice-président de l'Assemblée nationale de 1958 à 1962. Le Bachaga Boualam fut réélu 4 fois vice-président de l'Assemblée nationale, devenant ainsi le symbole incontesté des harkis. Il est victime d'une tentative de meurtre le 26 septembre 1959 à Orléansville. Durant les combats contre l'FLN, il perd 17 membres de sa famille, dont Abdelkader, un de ses fils. Le 28 mars 1962, l'OAS implante un maquis dans son fief, avec son accord.
le Bachaga soutient l'initiative et délègue un de ses fils avec les résistants patriotes de l'OAS. Le 29 mars 1962, il lance à la radio pirate de l'OAS un appel à se joindre au maquis. Puis, le 7 avril 1962, c'est l'échec de l'opération. Il réussit l'évacuation de 200 de ses proches sur le mas Tibère, dans les Bouches-du-Rhône, où il s'installe dès le 18 mai 1962. Il se retire en Camargue et y décède le 8 février 1982, à Mas-Tibère, à 18 km d'Arles. Un de ses fils, Ali, a épousé Emmanuel Pérez, la deuxième fille de Jean-Claude Pérez, que tout le monde connaît, un des chefs principaux de l'OAS à Alger. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir manifester à ce grand patriote notre reconnaissance et aussi de le faire devant ce beau monument érigé par la municipalité héroise à sa mémoire. L'on peut tout de même s'interroger sur le fait qu'aucun hommage public ne soit rendu en ce lieu par les autorités. Une stèle en hommage au Bachaga Boualem, je vous le dis pour votre information, si vous l'ignorez, a été inaugurée ce matin au cimetière de Salon de Provence. Je vous remercie d'avoir honoré par votre présence ce grand Français injustement oublié par une République qui préfère les assassins aux victimes et les traîtres aux patriotes. Merci de votre attention. À présent, nous allons entonner notre chant national. J'ai évoqué bien entendu les Africains. Portez le drapeau. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, a retenti ce cri d'un cœur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour sauver la patrie, nous avons et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, marquer tambour à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, nous vivons loin, c'est nous les Africains. Eh bien voilà mes amis, la cérémonie est terminée. Encore une fois, je vous remercie à tous. Je remercie les nombreux porte-drapeaux de s'être déplacés en ce lieu qui, pour certaines personnes, est pénible à monter. J'ose espérer que ce devoir de mémoire, nous allons le poursuivre, car nous sommes une communauté qui s'étiole, un petit peu comme neige au fond au soleil. Et on a besoin de transmettre à nos successeurs ce que fut notre passé et ce que fut surtout le passé de nos aïeux. Voilà, je vous remercie. Jean-François Collin, ici présent, nous convie chez lui pour une petite collation. J'avais demandé une grande collation, mais il a préféré une petite. Bon. Tant pis. Alors, pour ceux qui savent où habite Jean-François Collin, Jean-François va partir tout de suite, donc ils peuvent le suivre. Autrement, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous suggère de redescendre sur hier, de prendre la route direction Toulon. Après le premier rond-point de la sortie de hier, sur la droite, il y a un hôtel et une bande d'arrêt d'urgence où on peut garer 6-7 véhicules. Je vous suggère de vous arrêter là si vous ne connaissez pas le lieu où habite Jean-François, et je vous prendrai au passage. Voilà. Merci encore.